Alors, j'ai j'ai tout redémarré. Vous me dites si vous m'entendez, s'il vous plaît. Parfait, très bien. Très bien. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même à distance, pour vous présenter ce cours sur le diagnostic du cancer de la prostate. Alors, j'ai fait exprès de séparer la partie diagnostique et la partie thérapeutique. Car la partie, enfin dans les deux parties, il faut bien cerner les choses entre localisé métastatique, les thérapeutiques ne sont pas du tout les mêmes. Et pour tout stade, on peut proposer plusieurs thérapeutiques différentes, etc. Donc j'ai préféré vous faire le cours en deux parties. Alors, bon, je vous ai mis cette diapo. Donc, comment maîtriser le cours du cancer de la prostate sans avoir à se taper tous les bouquins de la bibliothèque biomédicale. Alors, bon, très peu de prérequis, hein. Je ne vais pas vous redire ce que c'est qu'un cancer, ce que c'est qu'une prostate ou une classification TNM. Et les objectifs de ce cours seront de savoir qui et quand dépister, d'accord, c'est très important. Savoir poser le diagnostic d'un cancer de la prostate, de connaître le bilan d'extension devant un cancer confirmé. Et bien sûr, dans le deuxième cours, vous apprendrez à connaître les modalités thérapeutiques ainsi que leurs indications. Et bien sûr, votre objectif majeur, je pense, sera de répondre aux questions de l'examen. Donc, comme plan, bon, j'ai mis une introduction, quelques rappels, épidémiologie, facteurs de risque, anatomie pathologique, classification TNM et le diagnostic. Et on verra les circonstances de découverte, le dépistage, la clinique et la paraclinique. Et on finira par la stadification qui est capitale avant de passer à la partie traitement. Alors, comme introduction, bien sûr, le cancer de prostate pose un problème de santé publique. C'est le cancer le plus fréquent, voire un des plus fréquents chez l'homme dans beaucoup de pays dans le monde. Son diagnostic est suspecté sur la clinique par un toucher rectal qui va donc palper la prostate et voir s'il y a des anomalies. Et sur la biologie, qui est, que vous connaissez tous bien sûr, le taux du PSA total. Puis ce diagnostic est confirmé par une étude anatomopathologique. Il faut savoir que c'est un cancer qui a quand même un très bon pronostic. Et même ce bon pronostic s'est amélioré avec un diagnostic précoce, avec les progrès de l'imagerie et des techniques de traitement mini-invasives que nous verrons dans le deuxième cours, et aussi par les nouveaux traitements qui sont proposés au stade métastatique. Alors bon, très brièvement, des petits rappels. La prostate, c'est une petite glande génitale. Elle fait 15 à 20 grammes chez l'adulte jeune, donc 3 cm de longueur, 4 cm de largeur. Elle est sous la vessie, en avant du rectum, en arrière de la symphyse pubienne et donc latéralement, elle est bordée par donc l'entonnoir pelvien et les fascias endopelviens ainsi que les muscles releveurs de l'anus. Alors, petit détail important, il y a au niveau de la prostate plusieurs zones. Donc, on parle d'anatomie zonale et il y a une zone de transition qui entoure l'urètre. Il y a une zone centrale, une zone périphérique et une zone fibreuse antérieure. C'est le stroma fibromusculaire antérieur. Donc, la zone de transition, elle est responsable elle est le siège de 25% des cancers de prostate.
la zone centrale 10%, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des cancers de prostate sont situés au niveau de la zone périphérique que vous palpez très facilement lors d'un toucher rectal. Alors, petit rappel physiologique aussi, donc la prostate est une glande principalement exocrine, elle joue un rôle dans la continence et la miction, même si son rôle est accessoire, mais on se rend compte quand même de son rôle une fois qu'on fait une prostatectomie, le patient risque d'avoir une incontinence urinaire. Elle joue un rôle bien sûr dans la fertilité, puisqu'elle offre un milieu favorable aux spermatozoïdes, ainsi qu'un milieu protéolytique au niveau de la glaire cervicale. Et bien sûr, elle a un grand rôle dans l'éjaculation, vu que le liquide prostatique euh, représente plus de 30% du volume de l'éjaculat. Alors, un peu d'épidémiologie. J'ai mis des cartes. Je me suis dit que vous comprendrez peut-être mieux. J'ai pas voulu mettre trop de chiffres. Alors, tout ce que vous voyez en vert, c'est le premier cancer, c'est le cancer de prostate. Et vous voyez dans tous ces pays que le cancer de prostate représente le premier cancer chez les hommes, tout âge confondu. Donc voilà, on a toute l'Amérique latine, une bonne partie de l'Afrique hein, et l'Europe. Donc le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme, d'accord, à tout âge. Dans le monde, si on prend en compte les deux sexes, d'accord, et tous les âges confondus, le cancer de prostate représente le quatrième cancer. Donc le premier, c'est le cancer du poumon. Ah oui, un petit détail, vous allez voir peut-être pas mal de diapos en anglais, d'accord? Donc je considère qu'il n'y a pas de différence entre projeter quelque chose en français, en anglais, d'accord? Et tout le monde doit suivre. Alors le premier cancer dans le monde, dans les deux sexes, c'est le poumon. En deuxième lieu, c'est le cancer du sein. En troisième, c'est le cancer colorectal. Et en quatrième lieu, c'est le cancer de prostate. Donc si on considère les deux sexes, voilà, le cancer de prostate est le quatrième cancer le plus fréquent. Si on voit dans le monde entier aussi, chez les hommes uniquement, donc le cancer de prostate est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer du poumon. Voilà, si on voit l'incidence, alors l'incidence elle est estimée à 13 par 100 000 habitants en Algérie. Probablement par manque de registre de cancer sérieux, d'accord? Donc si on fait un travail correct de statistiques et d'épidémiologie, probablement on aura une incidence qui est plus élevée que celle-ci. Alors vous voyez en Algérie, j'ai fait un petit focus, donc le cancer de prostate est le quatrième cancer le plus fréquent, après le cancer du poumon, le colorectal et la vessie. Donc partout dans le monde, le cancer de prostate est le premier cancer urologique devant la vessie. Or en Algérie, selon les statistiques, on voit plus de cancers de vessie que de cancers de prostate. Donc s'agit-il de la réalité ou juste d'un biais statistique? On en saura peut-être plus dans l'avenir. Alors, la mortalité, par contre, c'est une mortalité qui est assez faible, d'accord? Donc en Algérie, vous voyez, on est en rose très, très pâle, donc inférieur à 5,3 par 100 000. Et il faut savoir que le taux de mortalité augmente avec l'âge et 75% des décès surviennent après l'âge de 75 ans, avec un âge médian à 83 ans. Donc vous voyez les pays d'Afrique du Sud, notamment aussi certains pays de l'Europe du Nord, ont une mortalité qui est quand même assez élevée, d'accord, et représente presque une exception, on va dire. Euh, voilà, une mortalité qui est élevée par cancer de prostate. Alors on va voir si tout le monde suit. J'aurais aimé être en face de vous pour vous regarder dans les yeux, voir si vous n'êtes pas perdu. Alors, je passe revoir s'il y a des questions de temps en temps, voilà. Et voilà, s'il n'y en a pas, j'avance.
Alors, facteurs de risque. Donc, pour les facteurs de risque, il y en a quelques facteurs qui sont évidents, bien prouvés. Il y en a d'autres, probablement, qui ont été relevés dans des études statistiques, d'accord? Et peut-être d'une année à l'autre, vous, on vous dira le contraire. Donc, ce qui est, euh, ce qui est sûr, c'est le facteur de risque ethnique. Donc, on a une incidence qui est élevée chez les Noirs américains, qui est très faible en Chine et qui est intermédiaire en Europe. L'âge, c'est un facteur de risque très important, vu donc, que l'incidence augmente avec l'âge. Dans les pays développés, bien sûr, qui ont une population vieillissante, ils ont une incidence qui est plus élevée. Et il y a certaines séries autopsiques qui ont été réalisées donc chez des patients de plus de 75 ans. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 59% de cas de cancer de prostate chez les patients de plus de 79 ans. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est sur des séries autopsiques, mais ça en dit long sur l'incidence du cancer de prostate. Alors, il y a aussi le facteur de risque familial. Donc, s'il y a un cas familial, ça va augmenter le risque, ça va multiplier le risque par 3. S'il y a deux cas familiaux dont la survenue a eu lieu avant les 55 ans, ça va multiplier par 10 le risque de survenue d'un cancer de prostate. Alors, ce qui va venir, ce sont peut-être des facteurs de risque un peu discutables. Donc, certaines études disent oui, d'autres disent non. Donc, il y a le facteur de risque hormonal. Donc, il y a des études qui ont montré qu'un faible taux de testostéronémie est corrélé à un cancer de prostate agressif. L'alimentation, beaucoup de monde en parle. Les phytoestrogènes, les tomates, les lycopènes semblent diminuer le risque. D'accord? Aussi, tout ce qui est environnemental. Alors, les ultraviolets, la circoncision semble diminuer un peu ce risque. Des éjaculations fréquentes aussi ont été rapportées dans certaines études, donc qui semblent diminuer le risque de cancer de prostate. Il y a d'autres, comme le tabac, qui augmente la mortalité par cancer de prostate. Il y a le virus Human Papillomavirus 16, donc qui augmente aussi. Le travail de nuit, ça a été aussi relevé dans des études statistiques. Je sais que vous vous dites que nous, médecins, sommes très mal barrés, mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour les facteurs alimentaires, environnementaux, c'est des études statistiques, d'accord? Donc, un jour ou l'autre, on peut vous dire le contraire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune mesure préventive ou un régime spécifique qui soit recommandé pour minimiser le risque. D'accord? Donc, on ne peut pas recommander à tout le monde de prendre beaucoup de tomates ou de prendre beaucoup de graines de courge. D'accord? Ce n'est pas recommandé pour essayer de diminuer le risque de survenue de cancer de la prostate. Alors, on va passer à l'anatomie pathologique. D'accord? Alors, bien sûr, ça a une place majeure puisque l'anapath va poser le diagnostic positif, comme pour tous les cancers d'ailleurs. Elle va mettre en évidence des lésions frontières ou des lésions précancéreuses, donc qui vont nécessiter soit des rebiopsies, soit carrément un traitement. Bien sûr, l'anatomie pathologique, surtout des biopsies, elle va mettre en évidence des critères pronostiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Gleason, d'accord, qui est la classification la plus ancienne. Et plus récemment, elle a été supplantée par la classification ISUP. Et donc, la classification anatomopathologique va guider totalement le traitement et la prise en charge proposée par la suite. Alors, comme pour tout anapathe, bien sûr, il y a des critères cytologiques, donc la taille et la forme du noyau et du nucléole. Il y a aussi des critères architecturaux, comme l'infiltration des glandes ou la disparition de la couche des cellules basales. Alors, il faut savoir que le type le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome acinaire. D'accord? Donc, c'est plus de 95% des cancers de prostate.
Vous allez voir sur leur bulletin d'anapath adénocarcinome ou adénocarcinome acinaire. Il y a d'autres tumeurs. Il y a le carcinome épidermoïde, le carcinome neuroendocrine et quelques rares cas de sarcome qui surviennent chez des sujets qui sont plus jeunes et qui sont plus agressifs. Alors, on ne peut pas parler d'anapath sans parler du score de Gleason. D'accord? Donc, anciennement, il y avait cette classification. Brièvement, pour vous expliquer ce que c'est. L'anatomopathologiste, quand il est sur son microscope, en regardant les lames des biopsies ou du tissu prostatique, il va donner une note à chaque territoire, par exemple. Et selon que la tumeur, selon que le tissu soit bien différencié ou au contraire dédifférencié, il va le scorer entre 3 et 5. Et donc, il va mettre juste après la première parenthèse donc le score le plus fréquent. Donc, s'il voit par exemple 90% de la surface de la lame qui représente un grade 3 et 10% de grade 4, il va dire c'est un Gleason 3 plus 4. Et donc, ça sera un Gleason 7. Si par exemple 100% de la lame est occupée par du Gleason 3, donc il va dire Gleason 6, 3 plus 3. D'accord. Voilà. On peut retrouver aussi du Gleason 7 avec un Gleason 4 qui est plus fréquent, qui est prédominant par rapport au 3. Il peut ne trouver que du Gleason 4 et donc il dira c'est un Gleason 8, 4 plus 4, 3 plus 5, 5 plus 3 et on peut aller jusqu'au Gleason 10, 5 plus 5. D'accord? Donc si vous voyez bien sur ce tableau, le score minimum était un Gleason 6, d'accord? 3 plus 3. Et donc, on va dire que c'était la tumeur la plus différenciée et la moins agressive. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu donc un très long débat sur ce sujet. Et on avait du mal à expliquer à un patient qu'il avait un Gleason 6 en lui disant que tu as une tumeur qui est très peu agressive. Je vous dirai par la suite que beaucoup de tumeurs Gleason 6 peuvent être seulement surveillées et pour lesquelles des fois on ne propose même pas un traitement curateur. Donc, expliquer à un patient qu'il a un Gleason 6 et lui dire on va te surveiller, c'est quand même assez difficile à expliquer. Donc, il y a eu la classification ISUP qui en fait a fait une correspondance donc, entre le Gleason 6 qui devient ISUP 1, le Gleason 7 donc 3 plus 4 qui devient ISUP 2, donc, et ainsi de suite jusqu'à ISUP 5. Et donc maintenant, si on explique à un patient dont on a l'anapath et qui va nous dire ISUP 1, on va dire au patient tu as une tumeur qui est de gravité 1 et qui est ISUP 1 et donc on va pouvoir le convaincre d'une simple surveillance. Donc voilà pour l'anatomie pathologique. Pas très c'est pas très très compliqué. Il faut savoir qu'il y a juste donc l'adénocarcinome qui est le plus fréquent, qu'il y a une classification Gleason et plus récemment ISUP qui va guider la stadification et toute la prise en charge par la suite. Alors je vais revoir s'il y a des questions. Alors oui. D'accord, alors vous pouvez nous expliquer dans un schéma la zone de transition, d'accord. Ensuite, quelqu'un nous parle de la classification d'Amico. Ça viendra, ça sera la dernière diapo de ce cours. Alors, s'il vous plaît, est-ce que la forme la plus agressive est le 3 plus 4 ou le 4 plus 3? Donc, si le grade 4 est majoritaire, d'accord? Donc, c'est une tumeur qui est plus agressive qu'une tumeur qui est de grade 3 prédominant. Et vous voyez, c'est ce genre de questions et de remarques qui a donné la classification ISUP, puisque vous voyez ici, il n'y a pas de ISUP 2 par exemple, on a un ISUP
2 qui correspond au glissande 7, 3 plus 4 et un ISUP 3 qui correspond à un glissande 7, 4 plus 3. Donc d'emblée, vous voyez que le 3 est une tumeur qui est plus dédifférenciée par rapport au 2 et une tumeur donc un peu plus agressive que le 2. Donc voilà, vous venez de soulever des problèmes qui a. Alors, si j'ai d'autres questions. Non, très bien. Alors, on va continuer. Bon, vous êtes à peu près 80 personnes à suivre ce direct. Est-ce qu'on continue? Au premier, oui, je continue. Alors, on m'avait posé la question sur la zone de transition. Alors, voilà, en fait, sur un schéma, voilà, en fait, la prostate, si vous la voyez en trois dimensions, donc il y a une zone périphérique, d'accord, qui est postérieure, qui va englober un peu une zone centrale que vous voyez en bleu, d'accord? Et juste au centre de cette partie, de cette zone centrale, d'accord, dans la partie distale, il y a la zone de transition, d'accord? Voilà, bon, je ne sais pas quoi vous expliquer de plus, d'accord, pour ce qui est de la zone de transition ou une autre zone. La zone fibreuse, c'est une zone antérieure, d'accord, qui est dépourvue de glandes. Et vous ne trouverez pratiquement jamais de cancer à ce niveau-là, d'accord? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a, voilà, majorité des cancers prostatiques au niveau de la zone périphérique et 10-25% pour les deux autres. Alors oui, tout le monde suit, très bien. Parfait. Alors, je m'étais arrêté juste à la diapo, la plus compliquée que vous n'ayez jamais vue. C'est la classification TNM. Mais rassurez-vous, je voulais largement simplifier. Alors, vous connaissez tous la classification TNM, d'accord? Donc, c'est tumor, nodes et métastasis, d'accord? Alors, pour la classification T, pour la tumeur, ça va du T1 jusqu'au T4, d'accord? Pour le N et le M, c'est très simple, c'est 0, 1, c'est binaire. Donc, N0, absence d'adénopathie, N1, présence d'adénopathie. D'accord? Quel que soit le siège, d'accord, pelvien, iliaque, etc. Idem pour les métastases. Donc, absence de métastase, présence de métastase. Donc, pour le N et le M, il n'y a rien de plus simple. Pour le reste, donc, les tumeurs T1, donc, c'est des tumeurs qu'on retrouve soit sur des copeaux de résection endoscopique, d'accord? Donc, on a fait, pour un patient qui présentait une hypertrophie bénigne de prostate, on lui a fait une résection endoscopique et dans la lecture anapathe des copeaux, on a retrouvé de la tumeur, de l'adénocarcinome. Ou on a fait une biopsie à la suite d'une élévation de PSA sans qu'on puisse palper un nodule au toucher rectal ou qu'on puisse trouver une image suspecte à l'imagerie. D'accord? Donc le T1, c'est une tumeur qu'on a retrouvée exclusivement à l'anapathe, qu'on ne peut pas toucher et qu'on ne voit pas à l'imagerie. Du T1, on va aller directement au T3, T4. D'accord? Donc c'est une tumeur qui est extra-prostatique. Donc le T3, c'est une tumeur qui va toucher le tissu périprostatique ou les vésicules séminales. Et le T4, c'est une tumeur qui sera carrément étendue au sphincter externe, au rectum, aux élévateurs de l'anus ou à la paroi pelvienne. D'accord? Donc T3, T4, c'est une tumeur qui est étendue, d'accord, localement. Le T1, c'est une tumeur qu'on a retrouvée uniquement à l'anapathe, mais qu'on ne peut pas toucher ni qu'on ne peut voir à l'imagerie. Et
il reste le T2. Donc le T2, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Donc c'est une tumeur qui est limitée à la prostate, d'accord? Alors, soit elle sera limitée à moins de la moitié d'un lobe, et ça sera du T2A. Si elle prend plus de la moitié d'un lobe, ça sera du T2B. Et si elle touche les deux lobes, ce sera du T2C. Tout ça, bien sûr, c'est une classification clinique, donc qu'on pourra établir au toucher rectal. D'accord? Alors, jusque-là, je dois vérifier que tout le monde suit. Vous me dites si vous voulez qu'on refasse cette classification. Là, je n'ai aucune réponse. Est-ce normal? Alors, donc voilà, je vais reprendre cette diapo. Donc, pour la classification TNM simplifiée, donc rappelez-vous du T1 qui est une tumeur retrouvée exclusivement à l'anapathe, d'accord, sans nodule, sans lésion suspecte à l'imagerie. Rappelez-vous aussi du T2 et c'est une des parties les plus importantes que vous verrez par la suite. Et donc, ça sera une tumeur qui est limitée à la prostate, soit à la moins de la moitié d'un lobe, plus de la moitié d'un lobe, ou carrément une atteinte des deux lobes. Il y a aussi le T3 et le T4. C'est une tumeur qui est étendue, soit aux vésicules séminales à côté, soit au sphincter externe, au rectum, aux élévateurs de l'anus ou à la paroi pelvienne. Pour le N et le M, comme je vous ai dit, c'est très simple. Du N0, absence d'adénopathie, absence de métastase. Si c'est du 1, ça veut dire présence. Alors, oui. Alors, il y a Ahmed Abdellatif qui nous dit le T1A et le T1B sont de découverte fortuite sur des copeaux de résection pour une HBP. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, d'accord, le T1A et le T1B. Ça dépend du pourcentage de copeaux qui sont envahis par la tumeur et aussi par le score de Gleason, d'accord? Donc vous avez dit le T1A, le T1B. Le T1C, c'est une tumeur qu'on retrouve sur une biopsie à la suite d'une élévation de PSA. Je vais vous afficher la classification TNM originale pour voir. Donc voilà, le T1A, T1B, voilà, c'est un pourcentage de tissu réséqué, moins de 5%, plus de 5%, et le Gleason s'il est inférieur à 7 ou supérieur à 7. Et le T1C, c'est une tumeur qui est découverte sur une biopsie prostatique en raison d'une élévation de la valeur du PSA. Voilà. Si on ne m'avait pas posé la question, j'aurais pas affiché celle-là. Alors, on a fait, je pense, la classification TNM. On a vu l'anapathe, d'accord. On a vu les facteurs de risque, d'accord. On a vu l'épidémiologie, d'accord. On a vu que c'était un cancer qui était très fréquent, le cancer le plus fréquent dans plusieurs pays. Donc le deuxième cancer chez l'homme après le cancer du poumon, le quatrième cancer de sexe confondu, après celui du poumon, du sein et du colorectal. Donc on a vu aussi l'anapathe et on a vu la classification TNM. Donc il nous reste la partie diagnostique et je finirai par deux cas cliniques, deux dossiers que j'avais vus au service. Alors maintenant, on va voir la clinique, d'accord? Donc les circonstances de découverte en premier. Alors on peut retrouver une tumeur de prostate au cours d'un dépistage individuel, d'accord? On a demandé à un patient un taux de PSA
un toucher rectal et on a retrouvé une tumeur. On a fait une résection endoscopique, comme vous avez pu voir dans la classification, où on a fait une adénomectomie prostatique pour une hypertrophie bénigne de prostate et on a trouvé de la tumeur. Alors, on a aussi comme troisième circonstance les signes du bas appareil urinaire, d'accord? Donc, il y a la dysurie, la pollakiurie, la rétention et très rarement une hématurie, d'accord? Vous avez vu sur le schéma au début que le cancer touchait plus fréquemment la partie donc périphérique de la prostate, pas la zone centrale. C'est une tumeur qui a plus une extension donc vers les organes de voisinage et elle ne va pas forcément infiltrer la vessie, l'urètre, d'accord? C'est pour ça qu'elle sera rarement responsable d'hématurie. On pourra donc, sur des signes du appareil urinaire, demander un taux de PSA ou faire un toucher rectal et retrouver une tumeur de prostate. On peut aussi avoir donc le diagnostic d'un cancer de prostate sur des signes d'une extension locorégionale. Donc, si on imagine bien le trigone vésical, d'accord, donc c'est les deux urtères et l'urètre. Donc, si on a une tumeur prostatique qui va envahir le trigone ou la base de la vessie, elle peut carrément envahir un urtère, voire les deux, être responsable de douleurs lombaires parce qu'on aura une dilatation en amont d'un obstacle. On pourra avoir une insuffisance rénale, d'accord? Donc avec tous les signes d'une insuffisance rénale qui peuvent en suivre. On peut aussi avoir des signes qui sont liés à une localisation secondaire et c'est surtout les douleurs osseuses. D'accord? Les douleurs osseuses, on les a le plus souvent au bassin, au niveau du rachis et on peut même aller à une compression de moelle. D'accord? Plus rarement les côtes sont touchées et on retrouve rarement une adénopathie ou une adénopathie de Troisier, c'est-à-dire le ganglion susclaviculaire. Donc voici pour les circonstances de découverte. Ce sera soit au cours d'un dépistage, soit sur l'anapathe de copeaux de résection endoscopique pour une HBP, soit devant des signes du bas appareil urinaire, soit devant des signes d'une extension locorégionale. Aussi pour les signes d'extension locorégionale, on peut aussi avoir des œdèmes du membre inférieur, par exemple par envahissement des axes vasculaires des membres inférieurs. Et on peut aussi avoir bien sûr les signes liés à une localisation secondaire et c'est surtout les douleurs osseuses qu'il faut retenir. Alors le dépistage et le diagnostic précoce, comme vous avez vu, c'était la première, ça devrait être, on va dire, la première circonstance de découverte. Donc on va en parler un petit peu. Alors le dépistage du cancer prostatique, comme d'autres dépistages bien sûr, vont consister à rechercher la maladie dans une population qui est asymptomatique. Pour le cancer de prostate, on a un dépistage individuel, d'accord, qui n'est pas du tout un dépistage de masse ou un dépistage systématique, d'accord, vu qu'on n'a pas encore, on va dire, on n'a pas prouvé l'intérêt d'un dépistage de masse, donc on ne le fait pas, on fait uniquement un dépistage individuel selon des facteurs de risque que vous allez voir. Le dépistage ou le diagnostic précoce se fait par un toucher rectal avec un taux de PSA total, d'accord. On ne le fait pas uniquement avec le taux de PSA, comme le font beaucoup de médecins. Alors il faut une information du patient sur les bénéfices, le bénéfice attendu de ce diagnostic précoce et les conséquences. C'est-à-dire que si on explique au patient qu'en faisant un taux de PSA, un toucher rectal, on pourra retrouver une tumeur à un stade précoce, pouvoir lui donner un traitement curateur avec éventuellement même des effets secondaires si le patient refuse, c'est de son droit. Et donc, on ne fera pas de diagnostic précoce
chez ce patient. Donc, on doit d'abord informer le patient du bénéfice d'un diagnostic précoce et les conséquences d'un traitement que ça pourrait engendrer. Alors, il faut savoir que la stratégie, elle est adaptée au risque individuel. Donc, le premier critère, vous avez vu, c'est d'avoir un patient informé. Le deuxième critère est d'avoir un patient qui a une bonne espérance de vie. Donc, on ne va pas dépister ou faire un diagnostic précoce chez un patient qui a 80 ans et qui a beaucoup de comorbidités, mais on va rechercher cette tumeur plutôt chez des patients qui sont jeunes, qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans, voire à 15 ans. Vous allez me dire comment on calcule l'espérance de vie. Bon, déjà, on a les statistiques, d'accord? On peut savoir à peu près quelle est donc l'espérance de vie d'un homme en Algérie, d'accord? Bon, elle est supérieure à 77 ans, je pense aux dernières statistiques. Alors, pour ces patients qu'on a informés du bénéfice et des conséquences d'un diagnostic précoce et qui ont une bonne espérance de vie, on va leur proposer donc un toucher rectal et un dosage des PSA, d'accord, chez les hommes qui sont à haut risque. Donc, si un homme n'est pas à haut risque, ça ne sert à rien d'aller faire un diagnostic précoce chez lui. Alors, quels sont les hommes qui sont à haut risque? Donc, c'est les hommes qui ont dépassé la cinquantaine, d'accord, qui ont plus de 50 ans, ou les patients qui ont plus de 45 ans avec une histoire familiale de cancer de prostate, qui ont un père décédé de cancer de prostate, un frère qui traite pour ça. Les Africains, donc la race noire, vous avez vu que c'était un facteur de risque. Donc on les dépiste, on leur propose un diagnostic précoce après l'âge de 45 ans. Et si bien sûr il y a eu recherche de mutation BRCA2, vous avez vu qu'il y avait donc un facteur de risque familial et donc génétique aussi. Donc s'il y a une mutation, on va rechercher ce cancer de prostate plutôt à partir de l'âge de 40 ans. Alors, quel est l'intervalle? Un patient a déjà fait son taux de PSA, on l'a informé, c'est un patient jeune, il accepte de se faire dépister. Et si bien sûr on retrouve chez lui une tumeur, bien sûr il acceptera la prise en charge. Alors, on a fait chez lui un dosage de PSA qu'on va retrouver normal. Alors, beaucoup de patients vont refaire un taux de PSA au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, 18 mois. Alors, ce qui est recommandé, c'est un intervalle de 2 ans, pas moins chez les sujets à haut risque. D'accord? Donc, si un sujet n'est pas à haut risque, même un intervalle de 2 ans est quand même exagéré. Donc, c'est qui ces sujets à haut risque? C'est les patients qu'on a déjà dépistés une fois et qui avaient soit un PSA supérieur à 1 nanogramme à l'âge de 40 ans ou supérieur à 2 nanogrammes à l'âge de 60 ans. Voilà. Donc, vous savez qu'on commence à parler de PSA suspect à partir de 4 nanogrammes par millilitre. Donc, si vous faites un taux de PSA chez un patient qui a 60 ans, que vous retrouvez un PSA inférieur à 2 nanogrammes, sachez que ce n'est pas un sujet à haut risque de faire un cancer de prostate et donc même lui proposer un autre bilan, un autre dosage de PSA au bout de 2 ans, c'est quand même un peu abusé et ça engendre un coût supplémentaire. Alors pour les sujets non à risque, l'Association européenne d'urologie par exemple recommande de faire un dosage après 8 ans. Donc on a fait un dosage à l'âge de 40 ans, il est inférieur à 1 nanogramme, on le refait 8 ans après. On a fait un dosage à 60 ans, on l'a trouvé inférieur à 2 nanogrammes par millilitre, on le refait après 8 ans. Et selon les associations, enfin les communautés savantes, ça ne sert à rien de refaire des PSA plus fréquemment que ça. Alors, bien sûr, on est en train de dépister un patient, on lui fait un dosage de PSA chaque 2 ans par exemple. Quand est-ce que je pourrais arrêter le diagnostic précoce? Quand l'espérance de vie diminue. Si un patient atteint les 75 ans ou s'il a beaucoup de comorbidités, d'accord, s'il commence à se sentir mal parce qu'il a de l'hypertension, du diabète, de la cardiopathie, c'est un patient qui devient dyspnéique, qui ne bouge plus beaucoup, d'accord. Donc, on sent que c'est pas un patient
chez qui on va avoir un bénéfice en survie si on va diagnostiquer précocement un cancer de prostate. Et donc, ça ne sert plus à rien d'aller proposer chez lui un diagnostic précoce. Alors, j'ai fini avec la partie dépistage et diagnostic précoce. Je vais voir s'il y a des questions avant de passer à la clinique. Alors, très bien. Alors, on était là. 21 risques. Alors, j'ai pas compris. Ce n'est pas un dépistage de masse de plus de 50-75 ans? Non, ce n'est pas un dépistage de masse. On n'organise pas un dépistage de masse. On ne fait pas de spot publicitaire à la télé ou à la radio en disant aux hommes venez faire un dosage de PSA et un toucher rectal. Comme ça, on pourrait vous trouver un cancer de prostate et vous proposer un traitement adapté. Non, ce n'est pas un dépistage de masse. D'accord. C'est tout un débat, d'accord, de discuter, d'aller discuter, est-ce qu'il faudrait faire un dépistage de masse pour augmenter l'incidence ou non, d'accord. Mais en fait, je vais en parler brièvement. Les pays qui ont fait beaucoup de dépistage, d'accord, on va dire un dépistage de masse, ils se sont rendus compte qu'en faisant beaucoup de dépistage et donc beaucoup de diagnostics précoces, ils ont aussi beaucoup traité, d'accord, ils ont traité beaucoup de patients qui peut-être n'allaient jamais avoir de problème qui soit lié à leur cancer de prostate, d'accord. Donc, donc ensuite, ils sont revenus sur ça, sur le dépistage de masse, et ils proposent, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des diapos, il y avait le taux de cancer de prostate sur des séries autopsiques. Donc sur une série autopsique, ça allait jusqu'à 60%. Donc vous imaginez, si on fait un dépistage de masse, on va traiter une très bonne partie de la population masculine, alors que vous allez voir par la suite dans la partie traitement, même quand on découvre un cancer de prostate, s'il est peu agressif, on ne va pas le traiter. D'accord? Alors je reviens à la partie clinique. Alors, on est devant un patient chez qui on a proposé un dépistage, on lui a proposé un diagnostic précoce, on lui a retrouvé donc un taux de PSA élevé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? Donc, bien sûr, comme devant chaque patient, on devra commencer par un examen général, d'accord? Donc, voir l'état général du patient, faire un examen, bien sûr, appareil par appareil, faire un toucher rectal après l'information du patient. Il y a des patients qui ont du mal à accepter donc un toucher rectal à titre de dépistage ou autre, hein, même si vous lui dites vous avez un risque d'avoir une tumeur, il y a certains qui refusent d'être examinés. Alors le toucher rectal va bien sûr rechercher un nodule au toucher ou une induration d'un des lobes de la prostate. Rappelez-vous, ce toucher rectal est très important parce qu'il va à lui seul classer la tumeur en T2A, T2B ou T2C. Donc il va nous dire en gros, est-ce que c'est une tumeur qui a un petit risque, un risque intermédiaire ou un haut risque. D'accord? Donc s'il va retrouver un nodule qui touche moins de la moitié d'un lobe, rappelez-vous, c'est un T2A. S'il touche plus de la moitié d'un seul lobe, c'est un T2B. S'il touche les deux lobes, c'est un T2C. D'accord? Donc le toucher rectal, il est très important, il est capital pour classer le patient. Bien sûr, on fait un examen urologique, d'accord? Donc on examine les organes génitaux externes, on examine l'hypogastre, on examine les fosses lombaires, d'accord? On peut retrouver un contact lombaire qui signe un gros rein, donc une hydronéphrose. On va se dire peut-être qu'il y a un envahissement du trigone ou de l'urtère homolatéral, d'accord, quand il y a un contact lombaire positif.
Et bien sûr, on fera un bilan d'extension clinique. On va rechercher les adénopathies, on va rechercher le ganglion de Troisier, même s'il est rare. On va rechercher une hépatomégalie, on va voir s'il y a de l'acide, on va voir s'il y a des œdèmes des membres inférieurs. Et donc tout ça va nous orienter vers une maladie qui est métastatique. Donc c'est le bilan d'extension clinique. Donc tout ça c'était pour l'examen clinique. Maintenant on va parler du diagnostic positif. Donc on a vu le patient, on a fait chez lui un dépistage précoce, on l'a vu pour d'autres signes, on a demandé chez lui un taux de PSA, on a examiné, le taux de PSA était élevé, on a fait un toucher rectal, on a retrouvé un nodule. Maintenant, il va falloir quand même poser un diagnostic positif et lui dire, voilà ce que tu as, c'est sur l'anapathe, voilà le glisone, voilà l'ISUP, et donc voilà à peu près une approximation du degré d'agressivité de la tumeur que tu présentes. Alors, je vous disais au tout début, le cancer de prostate est suspecté sur des éléments cliniques et biologiques et confirmé par une étude histopathologique. Donc, bien sûr, cette confirmation se fera par biopsie prostatique. Donc, la biopsie prostatique, c'est un geste qui se fait en ambulatoire, dans une salle d'exploration, dans une salle de consultation, sous anesthésie locale, donc par un bloc périprostatique, sous couverture antibiotique, parce qu'on va passer par le rectum. Donc, c'est une voie transrectale, éco-guidée. Et on fera un schéma de 12 biopsies, comme vous allez voir sur le schéma. Très très important, depuis quelques années, il est recommandé de faire une IRM avant de passer à la biopsie prostatique. Vous allez voir par la suite pourquoi. Alors pour parler de la biopsie, voilà, vous voyez la vessie à ce niveau, la prostate qui est en violet, d'accord, et vous voyez les bandelettes vasculo-nerveuses, d'accord, qui sont latérales, et qu'on va, donc à l'aide d'une aiguille, on va anesthésier avec de la lidocaïne. Bien sûr, vous voyez la sonde qui est en endorectal, donc avec un guide pour les aiguilles. Voici voici en image, donc la sonde, elle est en endorectal. On va pouvoir visualiser les lobes de la prostate et en même temps pouvoir guider les biopsies. Voici sur une autre image. Vous allez voir, donc si vous comptez, vous allez trouver 12 carottes biopsiques, d'accord? Donc on va au niveau de la base prostatique, juste en dessous des vésicules séminales, faire donc 4 carottes, 2 à droite, 2 à gauche. Au niveau de la partie moyenne de la prostate, idem, on va faire 2 carottes à droite, 2 carottes à gauche, ainsi que pour l'apex. Le seul souci de ce guidage échographique, imaginez que nous ayons une tumeur qui soit juste au centre de la prostate ou juste entre deux passages d'aiguille pour biopsie. D'accord? Donc c'est une tumeur qu'on ne va pas retrouver avec cette biopsie qui est randomisée. D'accord? Donc quand on fait une échographie, on ne va pas retrouver de lésions visibles et donc enfin si, mais pas souvent. Et donc, on peut passer à côté d'une petite lésion tumorale ou même de plusieurs lésions tumorales. D'accord? Je reviens à la diapo d'avant. C'est pour ça que je vous disais depuis quelques années, l'IRM est recommandé avant pour savoir où se trouvent les tumeurs au niveau de la prostate et donc on pourra les cibler. Aller les cibler, on le fait ici à notre niveau avec on va dire une fusion cognitive. Donc on voit les clichés d'IRM, on voit à peu près les clichés, le balayage prostatique. On va se dire la lésion à l'IRM se trouve au niveau de la base, à droite, périphérique ou plutôt en avant. Et donc on va, avec le guidage échographique, cibler l'endroit supposé de la lésion, d'accord, mais on ne la voit pas. Alors bien sûr, la technologie nous propose beaucoup mieux. Ce n'est pas encore disponible chez nous, mais il y a les systèmes de fusion. Donc il y a un logiciel avec un matériel dédié qui va prendre les clichés d'IRM, prendre les clichés de la prostate, quand on fait un balayage avec l'échographie, il va fusionner les deux
Et comme vous voyez sur l'image, il va nous dire votre tumeur, elle se trouve exactement ici. C'est là qu'il faut biopsier. D'accord? Donc, à l'étranger, en Europe, notamment en France par exemple, on propose ce genre de biopsie ciblée quand on sait qu'il y a quelque chose à l'IRM et qu'une première série de biopsies est revenue négative. D'accord? Donc, on peut voilà, améliorer la détection des tumeurs par la biopsie prostatique avec ce système de fusion. Alors, on a parlé de la clinique, de l'examen clinique. On a parlé du diagnostic positif. On va parler de l'examen biologique, puis de l'examen radiologique. Alors l'examen biologique, on ne va parler que du PSA. Vous le connaissez tous. Le PSA est caractéristique de l'épithélium prostatique et pas du cancer prostatique. On peut avoir des élévations du taux de PSA pour une prostatite chez un sujet jeune. On peut avoir une augmentation du taux de PSA parce que le patient présente une grosse prostate à 100 grammes au lieu qu'elle soit à 20 grammes. Donc, plus il y a de tissu prostatique, plus il y a de PSA. Il faut savoir que le risque de cancer de prostate augmente avec la valeur du PSA. Alors, il y a des éléments qui peuvent un peu améliorer la valeur diagnostique, d'accord? Il y a la densité du PSA. Je vous disais qu'une grosse prostate présentera forcément un taux plus élevé de PSA. Et donc, si on rapporte le taux de PSA total sur le volume échographique de la prostate, on saura est-ce que la densité de PSA, elle devrait nous inquiéter ou pas. Est-ce que si par exemple on trouve un PSA à 6 au lieu de 4 pour une prostate de 100 grammes, si on calcule la densité, on ne sera pas du tout inquiété et on saura que c'est un PSA élevé juste à cause de l'hypertrophie prostatique et non pas parce qu'il y a une tumeur à côté. Il y a aussi un autre critère, il y a le rapport PSA libre sur PSA total. Peut-être que vous avez dû en rencontrer. Alors, ce rapport va nous orienter vers un adénocarcinome si il y a très peu de PSA libre sur PSA total, donc si le rapport est inférieur à 0,15 ou 15%, ou nous orienter vers une hypertrophie bénigne de prostate si le rapport PSA libre sur PSA total sera supérieur à 35%. Vous voyez qu'entre les deux, on ne pourra pas savoir. Entre 15 et 35%, on n'a aucun moyen de s'orienter. Et bien sûr, on peut aussi avoir de l'HBP avec un rapport faible et on peut aussi avoir de l'adénocarcinome avec un rapport fort. Donc, sachez que toute la sensibilité de ces examens n'est pas énorme. Et c'est pour ça qu'en plus du PSA, il y a le développement de plusieurs autres biomarqueurs sanguins, urinaires ou tissulaires qui sont en cours d'évaluation afin de pallier à ce manque de sensibilité et de spécificité du taux de PSA. Alors je vais revoir s'il y a des questions. Alors, très bien. Alors, biopsie négative sans IRM. On va y venir tout de suite. Alors, s'il vous plaît, explication du PSA libre sur PSA total. Ok. Alors, pour le rapport, ce n'est pas un élément qu'on utilise énormément. C'est-à-dire que si on a un PSA élevé, supérieur à 4, entre 4 et 10 ou supérieur à 10, c'est un élément qui va nous orienter un peu, d'accord, vers un adénocarcinome ou vers une HBP. D'accord? Le critère de densité de PSA est plus important. D'accord? Le volume, le taux de PSA divisé par le volume échographique de la prostate, il donne quand même de meilleurs résultats, il donne une meilleure valeur diagnostique, d'accord, que le rapport PSA libre sur total. D'accord? Voilà, j'en parle parce que il y en a certains qui le demandent. Et voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas assez sensible ni assez spécifique.
Alors, un de nos amis nous a dit, est-ce qu'il y a biopsie sans IRM ou le contraire? Alors, on va parler de cette IRM justement. On va parler de l'examen radiologique. Alors, il faut savoir que l'examen de référence pour la prostate, c'est l'IRM multiparamétrique. D'accord? Donc, une IRM multiparamétrique doit avoir des séquences morphologiques, d'accord? T2 axial et sagittal. Je vais vous montrer des images par la suite. Elle doit comprendre des séquences fonctionnelles de perfusion et de diffusion pour savoir si un nodule qu'on a vu et qui nous a paru anormal en séquence morphologique, est-ce qu'il prend beaucoup de produits de contraste ou pas. L'IRM va aussi nous donner donc une estimation plus précise du volume prostatique par rapport à l'échographie. L'IRM va nous faire une description des zones suspectes avec un score PIRATS. D'accord, donc c'est un score qui regroupe plusieurs critères. Et donc le radiologue, selon ces critères, va nous dire il y a une zone suspecte qui est bénigne, qui est probablement bénigne, euh, qui est équivoque, qui est probablement suspecte ou qui est très suspecte de malignité. Et bien sûr, cette IRM va nous dire est-ce qu'il y a une extension locorégionale, est-ce qu'il y a une effraction de la capsule prostatique, est-ce qu'il y a une extension aux vésicules séminales, et on sera dans du T3, est-ce qu'il y a une extension au sphincter externe, est-ce qu'il y a une extension au releveur de l'anus ou à la paroi pelvienne, et donc on sera dans le T4. Alors, sensibilité de l'IRM. Alors, il faut savoir que l'IRM détecte seulement 20% des glisones 6 qui sont inférieurs à 0,5 ml. Donc, si un patient va faire une IRM prostatique et qu'on va vous dire IRM prostatique normale, pas de lésion suspecte, sachez qu'il y a quand même un risque qu'il ait une tumeur de prostate, mais qui est très peu agressive et très petite. Donc, avec un petit volume et avec un faible glisone. Alors, en même temps, cette IRM va pouvoir détecter 100% des tumeurs qui sont dédifférenciées, de glisone 8 ou plus, et volumineuses, donc 2 millilitres ou plus. D'accord? Excusez-moi, petit souci. Alors, donc, pour l'examen radiologique, donc, je vous disais l'IRM et l'examen de référence. Elle doit être multiparamétrique. Je vais vous montrer les différentes images par la suite. Elle va décrire les zones suspectes et nous dire à quel point ces zones sont suspectes de cancer ou si ces zones sont seulement bénignes à l'IRM. Elle va nous préciser l'extension locorégionale. Et surtout, l'IRM va détecter des lésions de haut glisone et de haut volume. D'accord? Donc, une IRM peut passer à côté d'une petite tumeur de faible glisone et donc de faible gravité. Vous verrez par la suite, pour ces tumeurs de faible gravité, de faible glisone et de faible volume, de toute façon, même si on les retrouve à la biopsie, on va leur proposer une simple surveillance. D'accord? Donc l'essentiel, c'est de savoir qu'une IRM ne passera pas à côté d'une tumeur agressive qu'on devra traiter.
Alors, on a vu les rappels introduction, on a vu l'épidémiologie, les facteurs de risque, on a vu la NAPAT, on a vu la classification TNM, on a vu les circonstances de découverte, le dépistage et le diagnostic précoce, on a vu l'examen clinique, l'examen biologique et l'examen radiologique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez eu le patient. Vous lui avez fait un diagnostic précoce, vous lui avez fait une biopsie, d'accord? Vous lui avez fait une IRM. Maintenant, vous devez stadifier cette tumeur. Alors, premier point de la stadification, c'est la stadification locale, c'est-à-dire le T, d'accord? Donc, pour le TNM, il y a le T, le N et le M. Donc, pour le T, je vous disais tout à l'heure, le toucher rectal va toucher cette induration, ce nodule, s'il touche moins de la moitié d'un lobe, plus de la moitié d'un lobe ou les deux lobes. Il faut savoir que le taux de PSA est lui aussi corrélé au stade tumoral et à l'extension. Donc, plus on aura un faible PSA, plus la chance d'avoir un faible T, on va dire un T1, T2, est plus grande. Pour les données biopsiques, comme vous avez vu, pour les données biopsiques, on va voir 12 carottes positives, 12 carottes. Et sur les 12 carottes, bien sûr, si on trouve 12 carottes positives ou une seule carotte positive sur 12, ce n'est pas la même stadification. D'accord? En même temps, quand on fait une biopsie prostatique, on peut retrouver de la tumeur en dehors de la prostate, parce que quand on fait la biopsie, on prend la capsule prostatique, et donc si la tumeur sort de la capsule prostatique, on va le retrouver à la biopsie. Et bien sûr, je vous ai dit aussi, le glisone est lui aussi corrélé au T. L'IRM plus les données cliniques vont nous donner une meilleure prédiction d'une extension extra-prostatique. Donc un toucher rectal seul ne pourra pas trouver une extension extra-prostatique. Par contre, une IRM, en plus des données cliniques et des données biopsiques, nous donnera une donc, évaluation précise. Donc, on a terminé avec le T et on va voir la stadification ganglionnaire. Donc la stadification ganglionnaire, en premier, on a le PSA. D'accord? En plus, bien sûr, de la biopsie et du toucher rectal. Donc, on a une corrélation. Bien sûr, plus on a un PSA élevé, plus on a un risque d'avoir des ganglions atteints. L'IRM, elle va nous dire s'il y a des ganglions positifs ou non. Et c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. C'est entre autres pour le bilan d'extension. Donc, elle va nous dire s'il y a des adénopathies qui dépassent les 8 ou 10 mm, d'accord, selon leur localisation, ou s'ils ont une forme arrondie plutôt qu'ovalaire. Et donc, ça sera plus en faveur d'une adénopathie secondaire. Il y a aussi le PET scanner, d'accord? Donc, c'est la tomographie par émission de positons. Sachez que ce n'est pas recommandé pour aller retrouver des ganglions positifs, d'accord? Mais sachez que ça existe et que ça se fait. Et ce qu'il faut retenir, c'est que seul le curage ganglionnaire qu'on va réaliser pendant la chirurgie va nous donner une stadification exacte. C'est-à-dire que ni l'IRM ni le TEP scanner ne va être certain à 100% qu'il y ait, oui ou non, des adénopathies positives. Il n'y a que le curage ganglionnaire avec l'envoi en étude ANAPAT qui nous dira s'il y a des ganglions positifs ou non. Maintenant, nous passons à la stadification à distance. Donc, pour le M, il faut savoir que un PSA supérieur à 20 nanogrammes par millilitre est corrélé au risque métastatique. Notamment si vous trouvez un patient avec un PSA supérieur à 100 nanogrammes, c'est ce que vous voyez souvent sur les bilans, supérieur à 100 nanogrammes, sans préciser combien, vous êtes probablement devant un patient métastatique.
Il y a la scintigraphie osseuse qui est l'examen de référence pour objectiver les lésions osseuses secondaires qui sont les plus fréquentes dans le cancer de prostate. Il y a l'IRM corps entier qui peut être demandé dans certaines situations où on a un doute sur la scintigraphie osseuse, d'accord? Et là aussi, on aura le TEP scanner qui va nous dire est-ce que ces lésions sont positives ou non, mais sachez que ce n'est pas recommandé en routine. Alors, vous avez eu le patient, vous lui avez fait un diagnostic précoce, PSA, toucher rectal, vous avez évalué le T, vous lui avez demandé un bilan d'extension, une IRM, une scintigraphie osseuse, etc. Donc, à ce moment-là, on va devoir stadifier donc précisément notre patient. Donc, on sera soit devant un cancer de prostate localisé ou localement avancé, c'est-à-dire ça va aller du T1 jusqu'au T4, d'accord? N plus N1 si c'est du localement avancé, ou sinon N0. Mais on va surtout avoir du M0, donc zéro métastase. Soit on est devant un cancer de prostate métastatique. Alors, c'est là que je vais vous demander toute votre attention. Ce sont les dernières diapos du cours. Et ce sont sur celles-ci que vous devrez bien vous concentrer. Alors, on a trouvé que le cancer était localisé, d'accord? Donc, sur les données de la biopsie, sur les données du PSA et sur les données du toucher rectal, on va dire est-ce que c'est une tumeur localisée à faible risque, à risque intermédiaire ou à haut risque. D'accord? Si c'est une tumeur métastatique, le problème est réglé. On va donner un traitement probablement hormonal ou chimiothérapie, selon le risque aussi et selon le volume. S'il y a beaucoup de métastases osseuses ou très peu de métastases osseuses, s'il y a des métastases viscérales, hépatiques, pulmonaires ou s'il n'y a pas de métastases. Mais le plus important à retenir, c'est donc la stadification du cancer de prostate localisé. Alors, je vous disais, en cancer de prostate localisé, nous avons le faible risque. Alors, pour dire qu'un cancer de prostate est localisé à faible risque, il faut que le PSA soit inférieur à 10, avec un Gleason à 6, ou si vous voulez ISUP 1, et avec un T2A maximum. Ça veut dire soit un T1C, soit on a retrouvé du cancer de prostate sur des données biopsiques pour une élévation de PSA, soit on touche un petit nodule qui occupe moins de la moitié d'un lobe prostatique. D'accord? Donc, avec un Gleason 6 et un PSA inférieur à 10, nous sommes dans le faible risque. Donc, je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous parler de la thérapeutique aujourd'hui, mais juste pour un petit aperçu, pour ces faibles risques, nous pourrons proposer une surveillance. D'accord? Sans les traiter, ni de la radiothérapie, ni chirurgie, etc. On pourra leur proposer uniquement une surveillance s'ils sont dans cette case-là de faible risque. S'ils sont à risque intermédiaire, ils vont avoir soit un PSA supérieur à 10, donc un PSA entre 10 et 20, soit ils vont avoir un Gleason 7, soit ils vont avoir une tumeur qui touche plus de la moitié d'un lobe, c'est-à-dire T2B. Soit cette tumeur sera à haut risque, d'accord, et donc dans ce cas-là, le PSA sera supérieur à 20, le Gleason sera supérieur à 7, ça veut dire que ça sera un Gleason 8, 9 ou 10, d'accord? Donc c'est on va dire ISUP 3, 4 ou 5. Et surtout, au toucher rectal, on va trouver que la tumeur prend les deux lobes prostatiques. Donc, retenez très bien cette stadification. Un de nos amis nous avait posé la question au début en disant classification de D'Amico. Donc, c'est celle-ci, d'accord? Elle s'appelle donc la classification de D'Amico. L'association européenne d'urologie, donc bien sûr, nous donne exactement le même tableau. Donc, le faible risque, avec un PSA inférieur à 10, un Gleason inférieur à 7 et du T2A. Le risque intermédiaire avec un PSA entre 10 et 20, un Gleason 7 et un T2B, donc plus de la moitié d'un lobe. Et pour le haut risque,
nous allons trouver soit un PSA supérieur à 20, soit un Gleason supérieur à 7, ou les deux lobes atteints, à savoir un T2C. Si bien sûr on a du T3, T4 ou du CN+, bien sûr nous ne sommes plus dans le localisé, mais dans le localement avancé. Mais ça c'est simple. Donc quel que soit le score de Gleason, quel que soit le taux de PSA, un T3, T4 ou un CN+, donc va classer ce patient en localement avancé. Alors, cette diapo, bon, je vous l'ai mise, on va en parler très brièvement. Pour le bilan d'extension. Donc, on a demandé à tout patient qui présentait une suspicion de cancer de prostate, avec un nodule, avec une induration, on lui a demandé une IRM multiparamétrique. Donc, on l'a faite pour tous nos patients. D'accord? Alors, les patients qui sont faible risque, c'est-à-dire un Gleason 6, un PSA inférieur à 10 et au toucher rectal, on retrouve une petite induration, moins de la moitié d'un lobe, il n'est pas nécessaire de leur demander une scintigraphie osseuse ou une TDM thoraco-abdominopelvienne. D'accord? Donc, c'est un faible risque et, entre autres, c'est un faible risque d'extension métastatique. Donc, ça ne sert même pas ça ne sert à rien d'aller demander un bilan d'extension à distance. Par contre, si on est dans un risque intermédiaire, donc on est devant un Gleason 7 ou plus, ou si on a un PSA supérieur à 10, d'accord, ou si la tumeur touche plus de la moitié d'un lobe ou les deux lobes, à ce moment-là, il faudra aller demander une scintigraphie osseuse et une TDM abdominopelvienne. Pour les faibles risques, une IRM sera largement suffisante. Alors, mon cours est fini. Je vous ai préparé deux petits cas cliniques, d'accord? Alors, je reviens sur la page du live. Alors, tout le monde veut savoir pourquoi il y a différence entre HBP et adénocarcinome dans le rapport PSA-LI, PSA total. Donc, biopsie négative, sans IRM n'élimine pas le diagnostic. Alors, oui, pardon, j'avais pas répondu tout à l'heure. Biopsie négative sans IRM n'élimine pas le diagnostic parce qu'on pourra passer à côté d'un nodule. D'accord? Si c'est un petit nodule, on va le rater à la biopsie. Et voilà, donc si on n'a pas fait d'IRM, maintenant, même si on fait une IRM et on fait une biopsie, on peut passer à côté d'une tumeur qui fait 1 mm qu'on ne voit ni à l'IRM ni à la biopsie. Et de toute façon, ce n'est pas grave parce que c'est une tumeur qui n'a presque aucune gravité. Très bien. Alors, scintigraphie, même en l'absence de signe d'appel, oui. Dès qu'on a une tumeur de prostate, une tumeur de prostate qui est à risque intermédiaire ou plus, on demande une scintigraphie osseuse. D'accord? On peut trouver une ou deux petites lésions osseuses secondaires avec un PSA à 15 ou à 20 ou avec un Gleason 7. D'accord? Donc, la scintigraphie, elle ne se fait pas s'il y a des signes d'appel. Elle se fait pour tous les risques intermédiaires ou les hauts risques. Alors, la conclusion, c'est notre amie Cathy Lecarz qui l'a faite. C'est-à-dire la prise en charge est basée sur la classification d'Amico. Vous avez tout compris. Donc, si on classe notre patient selon la classification d'Amico, donc en faible risque, intermédiaire ou haut risque, bien sûr, on ne parle pas du métastatique, ça c'est évident, d'accord? Donc, toute la prise en charge, même le bilan d'extension, va dépendre de cette classification. Et chose qu'on verra donc dans le prochain cours, vous verrez les différents moyens thérapeutiques et vous verrez aussi dans quel cas on indique tel ou tel moyen thérapeutique. Je pense pour aujourd'hui, il y a déjà 1 heure et demie de cours, c'est déjà beaucoup.